Songez-y, une puissance sommeille au plus profond de votre être. Elle ne relève ni de l'intellect, ni de la raison froide, ni même de la détermination farouche. Elle est bien plus archaïque, plus instinctive, plus mystérieuse. Il s'agit de votre force érotique, mais entendue autrement que dans les discours habituels. Loin de la version criarde et exhibitionniste qui inonde les écrans ou de celle qu'on chuchote avec gêne dans l'intimité, loin aussi de se limiter au simple appétit charnel, à la prouesse ou à la procréation. Carl Jung, ce pionnier suisse de la psychologie des profondeurs, y voyait quelque chose de bien plus vaste. Pour lui, cette force érotique n'était qu'un symbole, une image puissante d'un courant vital sauvage et indompté. Lorsqu'on parvient à le saisir, il est capable de convertir la douleur en invention créatrice et le désarroi en signification profonde. La société contemporaine nous cache presque toujours cette réalité. Elle nous pousse soit à étouffer cette vigueur sous des couches de honte et de mutisme, soit à la dilapider en cédant sans réflexion à chaque caprice ou fantasme. Mais que se passerait-il si ces deux extrêmes étaient tout aussi erronés? Et si cette puissance n'était pas faite pour être domptée ou épuisée, mais accueillie et fondue à notre être tout entier? C'est là la proposition audacieuse de Jung. Ni refoulement ni excès, mais métamorphose. Cette énergie érotique, selon lui, reflète les abysses de notre psyché. Elle ne concerne pas uniquement l'union physique, elle parle de liens authentiques, de gestation créative, d'éveil intérieur. Jung s'est tôt démarqué de son maître Sigmund Freud. Ce dernier voyait dans la libido une pulsion essentiellement biologique, un mécanisme de décharge pour les tensions inconscientes. Jung, d'abord séduit par cette idée, l'a finalement dépassée. Non, disait-il, la libido n'est pas réductible à la sexualité. C'est une énergie de vie globale, le moteur de tous nos élans. Création artistique, projets ambitieux, amour, quête spirituelle. L'expression sexuelle n'en est qu'une manifestation parmi d'autres d'une force bien plus large. À son degré le plus bas, cette énergie se traduit par des fixations, des asservissements, des comportements compulsifs. On s'attache à des relations toxiques, on se noie dans des rêveries stériles, on cherche le lien et on récolte le désordre. À son degré le plus élevé, en revanche, elle se sublime en imagination fertile, en vision clairvoyante, en ferveur dévouée, voire en illumination spirituelle. Le passage de l'un à l'autre commence quand on arrête de fuir cette force et qu'on accepte de l'écouter. Parlons maintenant de l'ombre, ce concept jungien à la fois troublant et libérateur. L'ombre désigne tout ce que nous refusons en nous. Les pulsions inavouables, les fantasmes qu'on nie, les colères, les appétits, les aspirations refoulées. Quand on les exile dans l'inconscient, ils ne s'évaporent pas. Ils s'amplifient en secret et finissent par piloter nos vies sous forme de sabotage répété. Pourquoi tant de personnes s'effondrent-elles précisément au moment où elles touchent au succès? Pourquoi des individus apparemment maîtrisés commettent-ils des actes impulsifs qui ruinent tout? Jung répondait « Parce qu'ils n'ont jamais conclu la paix avec leur ombre, ils n'ont jamais osé se retourner pour regarder en face ce qu'ils fuyaient. » Il a écrit cette phrase qui résonne encore. On ne s'éclaire pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Cela vaut aussi pour l'obscurité de nos désirs. Le plus beau, c'est que cette même force qu'on redoute peut devenir notre guide. N'avez-vous jamais connu une inspiration si vive qu'elle semblait presque sensuelle? N'avez-vous jamais, en écrivant, en dansant, en bâtissant quelque chose, senti une vitalité vous traverser qui dépassait la simple pensée rationnelle? C'est cette même source brute qui s'exprime. Cette énergie n'est pas cantonnée à la reproduction. Elle est impulsion à manifester ce qui vit en nous. Une mélodie, une entreprise, un poème, une relation profonde. En la réduisant à du sexe ordinaire, on lui retire sa dimension sacrée. Les sagesses anciennes l'avaient compris bien avant la psychologie. Dans le tantra indien, la Kundalini désigne cette énergie levée comme un serpent à la base de la colonne vertébrale. Lorsqu'elle s'éveille, elle monte, traverse les centres subtils et conduit à l'extase spirituelle. Jung y voyait un écho de son propre concept d'individuation, ce chemin vers la complétude psychique. Les deux décrivent le même mouvement, la reconquête d'une puissance intérieure. Mais pour qu'elle puisse monter, il faut d'abord cesser de la gaspiller. Une grande part de cette vitalité s'évapore dans les distractions infinies, la quête de likes, les rêveries stériles. Jung ne prenait pas la cesse sèche.
Il invitait à ressentir en pleine conscience, à orienter cette force, à la laisser s'incarner dans l'art, dans un projet, dans une guérison. Quand elle reste inconsciente, elle nous domine. Quand elle devient consciente, elle nous affranchit. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Maya. Élevée dans une famille rigide où toute sensualité était taboue, elle avait appris à tout enterrer. Elle devint l'enfant modèle, la brillante réussisseuse. Pourtant, avec les années, elle se sentit de plus en plus anesthésiée, coupée de son corps, de la joie vive. Un jour, sur une impulsion, elle se mit à danser seule chez elle. Le mouvement réveilla quelque chose. Une énergie remonta en elle, non pas un désir charnel, mais une présence vivante. Elle comprit alors que ce qu'elle avait si longtemps réprimé n'était pas sale, c'était sacré. Cette découverte transforma sa vie. Alors je vous pose la question, qu'advient-il de votre propre vitalité? La dissipez-vous dans des habitudes machinales? La muselez-vous par crainte? Ou apprenez-vous à la connaître, à lui faire confiance, à la diriger? Jung affirmait que le plus grand privilège d'une existence est de devenir qui l'on est véritablement. Pour cela, il faut plonger dans la flamme de ses propres élans, non pour s'y consumer, mais pour s'y transmuer. Nous passons souvent notre vie à croire que nous nous connaissons. Un nom, un métier, des rôles sociaux, des préférences, des valeurs affichées. Jung appelait cela la persona, le masque utile pour naviguer dans le monde, mais un masque quand même. Derrière lui s'étend un univers intérieur immense, rêves oubliés, émotions bannies, potentiels endormis. C'est là que loge cette force érotique, non seulement comme appétit sensuel, mais comme feu symbolique, qui nourrit le désir de devenir pleinement soi. Jung nous invite à cette réflexion décisive. Et si les personnes dont nous tombons éperdument amoureux étaient des reflets, des miroirs de nos propres polarités intérieures, l'anima ou l'animus, que nous avons négligé ou rejeté? En poursuivant l'autre, nous cherchons en réalité à nous réapproprier ces parties perdues. Prenons Théo. Il s'éprenait systématiquement de femmes élégantes, intenses, un peu distantes. Chaque histoire commençait comme une rencontre cosmique et finissait en catastrophe. Après plusieurs ruptures douloureuses, il finit par se demander « Pourquoi ce schéma répétitif ?» Grâce à un travail introspectif, il réalisa qu'il ne cherchait pas tant ces femmes que la part créative, intuitive et sensible qu'il avait lui-même étouffée pour correspondre à une image virile. Ces femmes incarnaient ce qu'il s'était interdit d'être. Cette prise de conscience changea tout. Le chemin d'individuation, selon Jung, est celui du retour à la complétude, non la perfection, mais l'intégrité. Cela passe par la réintégration de cette énergie vitale, non pas la dominer ou la combattre, mais la comprendre. Quand elle reste refoulée, elle se projette à l'extérieur sous forme d'obsession, d'addiction, de quête inassouvie. Quand elle est intégrée, on cesse de mendier chez autrui ce sentiment d'entièreté. On commence à créer depuis son centre. Les relations se purifient, les attirances s'éclaircissent, les tentations perdent leur emprise. Comme le disait Jung, aucun arbre ne touche le ciel si ses racines n'atteignent l'enfer. Il faut descendre dans ses peurs, ses hontes, ses fantasmes, non pour s'y abandonner, mais pour entendre ce qu'ils révèlent de l'âme. Chaque image qui nous trouble, chaque désir qui nous remue, porte un message. En l'écoutant vraiment, on engage l'alchimie jungienne, transformer la matière brute de l'inconscient en or de la conscience. Ce travail n'est pas aisé. Il demande solitude, honnêteté radicale, courage face à ce qu'on nous a appris à haïr en nous. Mais de l'autre côté se trouve la liberté véritable, celle de savoir qui l'on est et de choisir en conséquence. En accueillant cette énergie, on ne dilapide plus son pouvoir. On ne vit plus en surface. Les désirs cessent d'être ennemis pour devenir messagers. C'est la vérité que Jung nous a transmise à travers symboles et mythes. Votre force érotique n'est pas un obstacle. Elle est la voie, le feu qui consume le faux, qui éclaire l'ombre, qui réveille l'âme. L'énergie de l'union, d'abord avec soi-même, ensuite avec les autres. Quand on arrête de la craindre ou de la projeter, quand on la respecte, le monde et soi-même apparaissent sous un jour neuf. Alors commence le véritable voyage. Non plus chercher celui ou celle qui nous complétera, mais accomplir la tâche sacrée de se compléter soi-même. Et si nous n'intégrons pas cette force? Elle ne reste pas tranquille. Elle se distorde, se mue en chaos intérieur, en dépendance, en projection. Elle mine nos choix, abîme nos liens, vide notre existence sans qu'on s'en rende compte, jusqu'au jour où l'on se demande pourquoi on tourne en rond, pourquoi rien ne comble jamais vraiment. Jung ne moralisait pas.
Il avertissait simplement. Une énergie inconsciente et périlleuse. Ni la répression religieuse, ni l'indulgence consumériste ne mènent nulle part. Seule l'intégration conduit à l'éveil. Intégrer, cela ne veut pas dire mater ses pulsions par la volonté brute, ni feindre d'être au-delà du désir. Cela signifie nouer une relation lucide avec ce feu intérieur. Jung le comparait à une bête sauvage. L'enfermer la rend folle, la lâcher sans guide la rend destructrice, la traiter avec respect en fait un allié précieux. Cela implique de percer les illusions des fantasmes, de questionner ce qui nous enflamme. Quelle part de moi réclame-t-elle d'être vue? Quel manque profond cherche-t-on à combler par le plaisir ou la domination? Car au fond, cette énergie n'est pas seulement sexuelle, elle est vérité. Vérité de ce que nous sommes, de ce que nous aspirons à être, de ce que nous avons caché. Elle relie le corps à l'âme, l'instinct à l'intuition, la sauvagerie à la révérence. Lorsqu'elle s'éveille en conscience, elle devient le moteur de notre évolution. On crée pour s'exprimer, on se lie pour grandir, on contemple la beauté sans vouloir la posséder. Il faut pour cela renoncer au confort des illusions, celles qu'un autre nous sauvera par exemple. Il faut accepter de séjourner dans le feu de nos contradictions jusqu'à ce que la transformation opère. C'est l'alchimie dont parlait Jung. Changer le plomb de l'instinct en or de la conscience. Et tout commence par la relation à soi. Alors, imaginez votre existence si vous cessiez d'avoir peur de vos élans profonds. Que donneriez-vous naissance si vous convertissiez cette flamme en œuvre, en mouvement, en récit? Qui seriez-vous si vous considériez cette vitalité non comme une faute, mais comme un trésor sacré? On ne devient entier en rejetant ces ténèbres. On le devient en les accueillant, en les illuminant, en découvrant que ce qu'on croyait dangereux était en réalité immensément puissant. Ce pouvoir vous interpelle aujourd'hui. Allez-vous continuer à le fuir ou choisirez-vous de le suivre? Au fond de vous, vous savez déjà. Peut-être que cette ardeur qui vous habite n'est ni péché ni faiblesse, mais la voix du sacré déguisé, vous appelant à rentrer enfin chez vous,